Oui, peut-être. Ah, ok, bon bah voilà, Mélissa a clapé. Salut les amigos, c'est Renardo pour 7 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, je suis avec les Green Movers, C'est ça. donc avec Ben et Mélissa. Exactement. Du coup, duo plus connu sous le nom de Green Motion. C'est ça. Vous êtes tous deux coachs sportifs. Oui, c'est ça. Et vous avez une approche quand même assez particulière du sport et du mouvement en général. On essaye. On essaye, Ouais. Ouais. Tu veux commencer ? Ouais. Alors merci déjà de nous inviter sur ton podcast, Théo. Avec plaisir. On a une approche, disons, un peu à contre-pied du fitness, on pourrait dire. L'idée, c'était de partager un peu avec les gens qui se reconnaissent dans nos valeurs, un petit peu le sport nature, avec une approche un peu animale du sport, avec des quadrupédies dans nos exercices, beaucoup de jeux, de la découverte, etc. Et voilà, on a choisi de le partager avec Green Motion à travers nos cours et notre chaîne YouTube et Instagram. Ouais. Et du coup, le nom Green Motion, Il y en a eu plein, des noms. Ouais. Et ça tournait quand même toujours autour du green. Et en fait, on a soumis un peu notre liste à nos proches. Il y a eu des votes, etc. Ouais. Et je sais plus si Green Motion faisait l'unanimité, mais en tout cas, nous, ça nous parlait. Ouais. Et du coup, il y avait quand même une affinité pour ce nom-là, de nous et aussi de certains de nos proches. Et du coup, on est parti là-dessus. Voilà. Ouais. Et on a choisi ça malgré le fait que ce soit aussi une marque de location de voiture. C'est une marque de location de voiture verte. On s'est dit, on prend ou pas quand même ? On prend quand même. Ouais, c'est ça. Mais on reçoit des coups de fil des fois. On reçoit des coups de fil de gens vous louez qui des veulent voitures électriques ? Non, c'est pas nous. C'est ça, ouais. Donc voilà pourquoi Green Motion. Après, c'est la traduction littérale, c'est mouvement vert, donc ça représentait bien ce qu'on voulait partager autant dans le sport que dans le reste, parce que du coup sur notre chaîne on partage du sport et pas que. Ouais. On partage des recettes, des cohérences cardiaques, de la méditation, plein de choses qui vont dans le mode de vie qu'on a choisi. Et puis voilà quoi. Ça, dans notre projet dans le sport. En dehors des réseaux sociaux, on est sur cette idée de vert, de green. Oui, tu m'avais parlé d'écologie aussi. Oui, aussi, c'est ça nous tient à cœur d'essayer de porter ce message aussi en essayant de pas faire la morale aux gens. Voilà, juste de dire, ça peut être cool aussi. Juste te dire, ceux qui balancent leur mégot par la fenêtre, c'est des connards. C'est ça, voilà. Donc voilà pour la petite histoire de Green Motion. T'es pas retourné bien avant, mais du coup on s'est tous les deux reconvertis dans le sport il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans. Ouais. Mais on est tous les deux, moi ça fait très longtemps que j'ai des valeurs un peu écologiques, etc. Et que j'essaye de l'apporter vraiment dans tous les aspects de ma vie, on va dire. Ouais. Et en fait, on s'est reconvertis donc dans le sport et ça a été un peu naturel de venir dans cette discipline. Mais ce qu'on voulait de base, c'était ouvrir une salle de sport. Ouais. Enfin, on veut toujours ouvrir une salle de sport avec vraiment une éthique écolo, responsable, et puis avec autant au travers de la structure qu'au travers des disciplines. Donc ça, c'était vraiment le truc de base. Ouais. Après, on a ouvert nos réseaux sociaux parce qu'on s'est dit, ok, on va ouvrir cette salle de sport. On aimerait, au fur et à mesure que le projet se monte, avoir de la visibilité sur les réseaux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ouvert les réseaux sociaux, qu'on a créé la marque, qu'on a fait notre site internet, etc., etc. Voilà, pour l'histoire de Green Motion, vraiment depuis le fondement. On rentre dans le vif du sujet. Allons-y. Du coup, je vais commencer avec Mélissa. D'accord. Puisque Mélissa, tu nous fais l'honneur d'être la première femme sur la chaîne. Merci. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci d'avoir répondu. Du coup, c'est quoi une femme ? C'est la première fois que je pose cette question. C'est d'entrée. De but en blanc, là. Il faut se chauffer, là. Il faut se chauffer. Une femme, c'est un être humain, d'abord, avant tout. Donc, c'est un être humain juste avec des caractéristiques différentes de l'homme physiquement, peut-être aussi hormonalement, chimiquement. Voilà, mais sinon, c'est un être humain, voilà, je dirais avant tout. Voilà. C'est un peu concis comme réponse, mais... Ouais, non, mais après, chacun sa définition, tu vois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Puis ça va... Peut-être que j'aurai d'autres idées à apporter au fur et à mesure ça va venir. De la discussion. Mais du coup, donc là, c'est un peu la définition, on va dire, puisque je te pose la question, c'est quoi une femme ? Et si je te dis être une femme,
Est-ce que tu dissocies un peu? Bah oui, surtout qu'être une femme, ça dépend, je pense, du pays dans lequel tu es, de la culture dans laquelle tu es, de l'époque aussi, parce qu'être une femme aujourd'hui, c'est pas pareil que d'être une femme il y a quelques milliers d'années, par exemple. Ouais. On avait beaucoup la dissociation sur les podcasts précédents, entre garçons et hommes. D'accord. Et du coup, entre garçons et hommes? Ouais. D'accord. Par exemple, être entre filles et femmes, tu vois, à partir de quel moment, toi, tu considères que t'es une femme, en fait? Bah, c'est pas à Déjà, partir du moment où on a ses règles. Toi, c'est pas carré, ça ça peut, c'est ça, ouais. Non, bah oui, t'as le côté physiologique en effet, mais après. Oui, apparaît le moment à partir duquel on est une femme. Bah, je sais pas, je suis pas encore une femme en fait, je pense. Ouais. Ouais, je me sens encore comme une enfant. Ça dépend, parce que des fois je te dis ma petite et tu dis je suis pas une petite, non. je suis une femme. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il m'appelle mon petit bonhomme. Oui, ça c'est vrai. Donc là, je dis oui, non, je suis pas un petit bonhomme. Un petit bonhomme. Et du coup, je lui dis par définition, je suis une femme. Mais ouais, non, je sais pas exactement. C'est difficile comme question de savoir à partir de quand on passe de l'état de fille à l'état de femme. Ouais. Du coup. Pourquoi pas être les deux? Pourquoi pas être les deux? Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Garder son esprit d'enfant. Oui, voilà, c'est ça. Bah, si on associe l'esprit d'enfant à la fille, ouais. Mais on a justement dans notre pratique, on essaye au maximum de dire aux gens de redevenir des enfants. Donc ça fait partie de notre pas concept, mais de notre idée, de notre mouvance de rester des enfants. Donc du coup, c'est vrai que je me sens plus enfant que femme. Ouais. J'essaie de retarder, tu vois, le plus possible. Le passage de garçon à homme. Ouais, voilà. Enfin, en gros, je me dis, tant que je reste un enfant, je vieillirai plus lentement, donc je vivrai plus longtemps. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Aussi, ouais. C'est vrai. Dans la tête, si tu restes l'enfant que tu étais, tu te sens pas vieux. Ouais, c'est ça. J'ai une grosse peur de la mort, tu vois. Souvent, on me dit, t'approches de la trentaine et tout. Et je me dis, de toute façon, je suis un enfant et je vais vivre jusqu'à 130 ans. Et pourquoi je dis jusqu'à 130 ans? Parce que ça me laisse encore 100 ans, donc ça fait vraiment comme si je venais de naître, tu vois. Ouais. T'as encore toute la vie, quoi, devant. Ouais, c'est vrai que, je parle pour moi, parce que du coup, Benjamin, peut-être que c'est différent, mais moi, j'ai pas spécialement peur de la mort, et surtout, j'ai souvent la réflexion de me dire, par exemple, quand tu vois tes parents ou tes grands-parents, je sais pas, tu vois l'âge qu'ils ont, puis tu te dis, j'en suis qu'à là, donc c'est bien, il me reste encore plein de temps devant moi. Et c'est vrai que, pareil que toi, j'ai l'impression d'être encore dans ce stade d'enfant, quoi. Et j'ai eu 30 ans passés, enfin du coup là j'ai 32 ans. Et même le passage des 30 ans, ça m'a rien fait du tout, quoi. C'était pas... Parce que je trouve que l'âge, c'est vraiment dans la tête et c'est vraiment comment tu te ressens. On verra à 40. Oui, voilà. Non, mais en vrai, tout le monde me disait quand j'avais entre 20, 25 et un peu moins de 30, tout le monde disait tu verras à 30 ans. Parce Il y en a beaucoup qui le vivent mal, à 30 ans, oui. Bah, c'est ça. Moi, je voyais plein de copines autour de moi ou de copains passer à 30 ans qui le vivaient très mal. Et puis, je dis, mais arrête, 30 ans, c'est jeune et tout. Et puis, on me disait, oui, tu dis ça, mais tu verras quand tu auras 30 ans. Puis, en fait, non. Pas spécialement de... Bah, vous faites plus jeune que votre âge, en plus. Oui, c'est vrai. On est des enfants. Pour la petite anecdote, il y a 2-3 ans, donc j'avais 30 ans. C'est même assez fréquent, je crois, que ça t'arrive, ça. Hein. Bah, plus maintenant, non. Au supermarché, j'ai acheté une bouteille de champagne pour sa mère. Et on m'a demandé ma pièce d'identité. T'avais 29, t'avais 30 ans. J'avais 30 ans. Donc je me suis dit, il y a un gap quand même entre 18 et 30. Mais en fait, c'est marrant parce que moi, je vois beaucoup de potes qui sont dans un schéma classique. Famille, de travail classique et tout ça. Et bah, ces potes-là, ils ont le même âge que moi. Et c'est pas pour être méchant avec eux ou quoi, mais quand je les vois, je me dis attends, on n'a pas le même âge, c'est pas possible. Et j'ai l'impression qu'arriver autour des 25-30 ans, il y a une bascule qui se fait. Il y a vraiment un truc où tu as des gens qui soit vont vers un truc où ils prennent le plus soin possible de leur corps et tout ça, soit d'autres qui sont vraiment dans le côté carrière, très sérieux, sécurité et tout. Enfant. Et ça marque, vraiment, ça marque. Mais ça peut fort, dépendre beaucoup du mode de vie qu'on a choisi. C'est-à-dire si ça fait déjà 10 ans que tu es dans le même métier et que forcément tu deviens un pantouflard et que tu cherches d'autres moyens de t'épanouir,
tu peux en effet, je pense, prendre des années dans la tronche assez rapidement. Ouais. Mais c'est ce que je voulais te répondre aussi quand tu parlais de quand est-ce qu'on devient une femme. Je pense que dans la société actuelle aussi, tu deviens une femme quand tu commences à travailler, avoir des enfants, avoir une vie de famille dans le schéma classique que tu décrivais. Ça me parle. Et du coup, dans ce sens-là, j'ai pas l'impression d'être encore une femme parce que je suis pas du tout dans ce schéma-là, quoi. Oui, t'es pas la porteuse de la vie qui transmet avec un enfant, etc. Non, en plus, j'ai pas du tout cette fibre, donc on se voit tous les deux vivre sans enfant. J'allais te poser la question, justement. Bah voilà. voilà. Donc ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on n'a pas du tout envie d'enfant ni l'un ni l'autre. On n'aime pas spécialement ça, désolé pour tous les enfants qui nous regardent. On aime bien ceux des autres. Enfin, non, on aime bien ceux qui sont sages. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand c'est pas les nôtres. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'atome crochu avec les enfants. Ouais. Puis alors moi, tout ce qui englobe l'enfant, donc la grossesse, l'accouchement, l'éducation, tout ce qui englobe tout ce qui est autour de l'enfant, ça me fait peur comme toi la mort peut-être. Oui, après, pour moi, être papa, c'est aussi un de mes pires cauchemars. Ah ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que quand je te dis un de mes pires cauchemars, c'est que vraiment, je fais des rêves et d'un coup, je me dis, mon ex, genre une de mes ex, elle me dit oui, t'es papa. Et je chiale, tu vois. Je suis genre non, je veux que ma vie continue. Je veux pas qu'elle s'arrête aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah c'est un peu, bon, on en fait peut-être pas des cauchemars, mais c'est un peu pareil pour nous. Et du coup, de ce point de vue-là, on n'a pas l'impression de vieillir, quoi. Ouais. Oui, c'est peut-être aussi un refus d'accepter l'âge adulte aussi, peut-être. Ouais. Et puis après, on a tous nos passés. Toi, c'est avec ta maman, ça a été difficile, donc t'as pas l'esprit maternel, etc. Donc ça peut y jouer. Parce que moi, ça fait presque 15 ans que j'ai plus de contact avec ma mère. Ouais. Enfin, peut-être pas 15 ans, mais depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait 13 ans. 15 ans. Et de ce point de vue-là, j'ai pas grandi avec une figure maternelle pendant l'adolescence. Et puis avant que je ne la vois plus, il y avait des gros problèmes avec elle pendant plusieurs années. Donc du coup, j'ai manqué d'amour maternel, je pense, et ça fait que j'en ai peut-être pas forcément à donner. Pas à donner parce que j'ai plein d'amour à donner, mais pas pour un enfant. Ouais. Et pas pour l'instant, parce qu'après, on sait jamais. Oui, voilà. Ma sœur. C'est vrai, la sœur de Benjamin était dans la même dynamique que nous. Jusqu'à 30 ans, un peu plus de 30 ans, et puis d'un seul coup, il y a eu un déclic. Bon, il y a plein de gens à qui ça fait ça, donc on sait pas. Ok, pas d'enfant, mais on est sur la même longueur. Ouais. On adore d'ailleurs tous les endroits où il n'y a pas d'enfants de manière Okay. Quand il y en a trop. La et maison pourtant, de retraite, c'est... c'est ça. Non mais par contre, paradoxalement, Benjamin a dû prendre un petit boulot il y a quelques années parce que on a tous les deux quitté nos tafs et du coup il avait besoin un peu d'argent à ce moment-là et il travaillait en centre aéré. Donc oui, il faut bien gagner sa vie. Ouais. Mais alors par contre pour moi c'est pas possible. Je préfère être vendeuse, caissière, peu importe, mais travailler en centre aéré, c'est pas déplaisant, mais ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Mais toi aussi, tu l'as fait? Ouais, moi, centre aéré, j'étais éducateur sportif, donc j'avais des groupes de gamins. À Aix-Attelé, j'avais genre 40 gamins des fois. Ah ouais. Et puis là, je fais de la garde d'enfants. Bah oui. Mais c'est marrant parce que je pense que j'ai ce truc vraiment... En plus, je suis tonton depuis pas très longtemps. Et... je me dis, moi j'aurais. Félicitations à mon frangin. Et je me dis vraiment, moi j'aurais pas d'enfant. Donc autant m'occuper de ceux des autres. Mais c'est pareil, j'ai pas un affect particulier, mais si c'est pas le mien, ça va. Oui. Je me dis, je peux m'en occuper une journée. Et puis il y a de l'attachement qui peut se créer avec certains êtres d'âge bas. Benjamin, c'est pareil, sa sœur qui a eu un déclic. Neveu. Il a un neveu et du coup, on a quand même de l'affect pour lui. On a bien joué avec lui. Par contre, c'est vrai que la première chose qu'on fait avec lui, c'est jouer, le faire bouger, le balancer en l'air. Enfin, vraiment jouer avec lui physiquement, quoi. Lui faire plein de choses, plein de cabrioles, quoi. On adore ça. Oui, tu dois faire ça, mais après, tout ce qui est de l'ordre du... De l'éducation. La responsabilité. Je peux parler de l'éducation aussi. Ça fait partie de l'éducation, le jeu. C'est vrai. Mais bon.
C'est éducation des tontons, quoi. Voilà, ouais, exactement. c'est ça. Ah, d'ailleurs, sa sœur, à chaque fois, elle dit, elle parle à Léo, son fils, en disant mais qu'est-ce qu'elle fait, Tata? Elle fait des bêtises. Et du coup, on est aussi dans. Enfin, on n'aime pas trop. Enfin, comment dire? On trouve que l'éducation se fait beaucoup par la découverte, le mouvement, il faut éviter d'interdire aux enfants, etc. Donc on est dans cette dynamique-là avec les enfants des autres, on essaye de leur faire découvrir plein de trucs, et de leur faire essayer plein de trucs. Et du coup, des fois, les parents, ça leur plaît pas trop. Ah, désolé. Non, t'inquiète. Du coup, on a beaucoup abordé ça dans les podcasts précédents, parce qu'entre mecs, il y a la compétition, ce que j'appelais le concours de couilles. Ouais. Et du coup, j'aimerais savoir, pour toi, comment ça se passe, la compétition entre filles, entre femmes? Comment ça s'est passé et comment ça se passe maintenant? Parce qu'il y en a toujours. La compétition est rude. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que j'essaye de me défaire au fur et à mesure des années de ce qui se met en place au fur et à mesure. Mais je pense que c'est dès l'enfance, en fait, la compétition, justement, que ce soit entre femmes ou de manière générale entre humains. Mais j'essaye justement quand je vois que qu'une autre femme peut être, je cherche mes mots en même temps. Ouais. Quand je vois qu'une autre femme peut devenir en compétition avec moi, j'essaye de désamorcer le truc en essayant soit d'aller, quand on se connaît pas, d'aller lui parler ou je sais pas, de lui faire des compliments, de faire ce genre de choses pour qu'elle comprenne qu'il n'y a pas de compétition. J'essaye de le désamorcer en fait. Mais c'est vrai que il y a de la compétition, mais j'avoue que je le sens pas trop depuis quelques années parce que du fait qu'on ait déménagé beaucoup, etc., j'ai assez peu d'amis en fait, et femmes encore moins. Donc ça fait 3, 4, 5, 6 ans peut-être que je suis un peu moins dans les... Enfin, j'ai un peu moins d'amis, ouais, je côtoie moins de gens. En plus, avec le Covid, on a arrêté de sortir, etc. Donc du coup, on est plus à la maison. On est sorti de notre grotte là pour l'interview, mais voilà, sinon... Mais du coup, je le ressens pas trop, la compétition entre femmes. Avant, oui, beaucoup, mais beaucoup moins maintenant. Ouais. Oui, tu me disais même que tu avais rencontré une très bonne amie. Justement, j'allais sur un coup où au début ça partait comme étant violent. Mais encore une fois, il n'y avait pas de compétition de ma part. Rivalité, une sorte de rivalité. Il n'y avait pas de rivalité. Pas de ta part, mais de l'autre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en vacances avec ma famille dans un camp. Mon père est militaire, enfin était militaire. Ouais. Donc c'était un camp spécial pour les militaires et du coup c'était un camp de vacances dans lequel il y avait à un moment une soirée dansante et du coup, il y a une fille, à un moment, qui vient me parler dans les toilettes et puis je sais plus ce qu'elle m'a demandé. Alison, si tu passes par là, je lui enverrai le lien comme ça. Ça va. Et donc, je sais plus ce qu'elle m'a dit, Alison. Elle te toise de haut en bas. Non, elle est venue et elle a essayé de devenir amie avec moi en fait. Et du coup, ça s'est fait, on est devenus amis et elle m'a avoué bien plus tard qu'elle est venue me parler de base parce qu'elle pensait que le mec sur qui elle avait flashé m'aimait bien et du coup elle voulait me mettre à ses côtés pour stopper le truc direct quoi. Et elle voulait voir comment j'étais et donc c'était plus de la curiosité / rivalité qui lui a fait venir me parler. Peut-être qu'elle serait pas venue me parler si ça n'avait pas été le cas. Approcher son ennemi. Exactement. Mais du coup moi j'étais pas du tout, je connaissais personne donc du coup j'étais pas du tout dans cette rivalité. Et mais en tout cas, j'ai pensé à cette anecdote tout de suite quand tu as posé la question. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, elle serait peut-être pas venue me parler. Ouais, d'une certaine manière, ça a servi quoi. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Mais genre au collège-lycée, comment ça se passait du coup? Alors du coup, je suis une très mauvaise podcasteuse. Parce que j'ai très peu de souvenirs d'avant mes 18 ans. Ah oui, c'est vrai. Elle a 1 an de mémoire tampon, Mélissa. Non, c'est pas ça. C'est que je pense que du fait des problèmes que j'ai eu avec ma mère, etc., j'ai fait un reset sur toute ma vie avant 17-18 ans. Ouais. Donc j'ai très peu de souvenirs. Donc au collège et au lycée, moi je me rappelle que le peu dont je me rappelle, c'est que il y avait des filles populaires, il y avait des filles, des intellos, des filles moins populaires, etc. Moi, j'étais plutôt au collège dans les intellos, mais je cherchais à être populaire. Et après, au lycée, c'était plus varié, il y avait plein de petits groupes, etc. Donc, moi, j'étais dans mon petit groupe à moi. Mais voilà, j'ai assez peu de souvenirs, du coup. Je ne peux pas vraiment développer là-dessus. Dans ce que tu me disais, c'est que tu étais un peu suiveuse.
tu suivais des copines qui t'embringuaient vers des bêtises un peu, non? Ouais. Un petit peu, Un ouais. petit peu. Un petit peu. Tu peux nous raconter une bêtise? J'ai jamais fait de grosses bêtises. Ouais. Non, franchement, Non. je suis nulle, je suis ennuyeuse. Je suis nul. Mais non, j'ai pas fait de bêtises particulières. J'ai jamais séché les cours. Sauf, tu sais, à la fin de l'année, quoi, quand tout est passé, tout ça, on a séché un cours de sport. Waouh! Mais sinon, j'ai jamais fait de grosses bêtises. Non, j'ai rien à raconter de particulier. Ouais. C'était T'avais pas la tentation ou c'était le cadre qui t'a jamais poussé à ça, quoi? Ouais, les deux. J'avais Plutôt pas de sage, tentation. Ouais, Plutôt j'étais sage. plutôt sage, ouais. Tempérament sage. Ouais, même dans notre famille, hein, j'ai 2 sœurs, donc on est 3 filles. Et on n'a jamais fait de bêtises particulières, quoi. On n'a jamais fumé de drogue, on n'a jamais séché les cours. Par contre, tu avais le rôle de grande sœur, donc plutôt meneuse dans ta sororité, quoi. Ouais. Je sais pas si on peut dire une sororité. Oui. C'est des mots compliqués, Si, là. Une fratrie, mais une. Tu mettras la définition, on va dire. L'équivalent de la fratrie pour les sœurs, je sais pas. Peut-être. Si, c'est ça, Ouais, je sais pas. je pense. Je sais pas. Voilà, Ouais. donc non, j'ai jamais fait de grosses bêtises. Et puis j'ai jamais été en compétition avec d'autres filles au collège, au lycée. Non, pas Ouais. trop. Ok. Déni. Ouais, peut-être un déni, ça se trouve. C'est peut-être un déni, c'est possible. Est-ce que tu auras la même réponse d'ici 2 ans, tu vois, quand on refera un podcast? Peut-être pas, je sais pas. On en refera Ouais. comme ça, Carrément. on verra. Moi, il y a beaucoup de trucs qui ont bougé, hein, où je me disais. Enfin, bon, après, bon, là c'est différent parce que tu as du recul. Mais sur le moment, je me disais non, je fais ça pour moi, ou tu vois. Et là, après coup, je me dis, ah, quand même. Bah ouais, on donne du sens à nos actes différemment avec les années. Hein. Quand on est dedans, on peut avoir ce déni ou chercher un sens à nos actes. Et ça peut évoluer. Ça peut évoluer. On peut se raconter des histoires complètes. Après, on dit pas que t'es dans le déni. Non, Ouais. bien sûr. J'ai toujours eu l'impression de vouloir être la meilleure, Ouais. mais pas par rapport aux femmes, par rapport Ouais. à tout le monde. Enfin, sans distinction homme-femme. Ok. Voilà. Mais du coup, t'as quand même. Du coup, il y a de la compétition, Oui. toi, avec. Moi, avec le avec reste du monde, le reste ouais, du c'est monde. ça. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai toujours essayé, enfin voulu, mais je pense que c'est peut-être aussi par rapport au rôle de grande sœur, le fait qu'il faille que je donne l'exemple et que il fallait toujours être bien, être mieux, etc. Je pense que puis ma mère aussi nous a mis beaucoup la pression. Ouais. Donc du coup, de ce point de vue-là, j'ai toujours voulu exceller dans tout ce que je faisais. Et puis au final, le résultat, c'est que je suis un peu bonne partout, mais excellente en rien. Je touche un peu à plein de choses, mais je suis pas excellente dans quoi que ce soit. Tu vois, j'excelle pas dans un sport, j'excelle pas en peinture, dans une discipline particulière. Ouais. Je suis juste moyenne partout, quoi. Ouais. Du fait de vouloir justement être bonne dans tout ce que je faisais, j'en suis arrivée à être un peu bonne partout. Ouais. Voilà. Mais ça, du coup, t'en es plutôt fière aujourd'hui? J'en suis contente, ouais. Parce que des fois, je me dis merde, j'excelle dans rien, donc je peux rien mettre en avant. Puis en fait, je suis plutôt contente d'être un peu bonne partout parce que ça, dans la vie, dans la vraie vie, c'est ça qui aide au quotidien, quoi. Ouais. Ce que je prône beaucoup sur la chaîne, c'est la polyvalence et tout. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça qui fait de toi vraiment un être humain. C'est plus le fait d'avoir tout un panel de capacités, de connaissances, d'expériences. Capacité à s'adapter à différentes contraintes par des compétences multiples. Ouais. Ça te dérange si on change de place? Non, tu veux te réchauffer? Ah ouais, j'ai froid là. C'est vrai qu'on est poussé à se spécialiser. Oui. Ouais. Moi, là, par exemple, j'essaie, depuis que j'ai lancé mon projet, de me dire, j'essaie de toucher à tout, d'être... En fait, on me ramène souvent à ça, tu vois. On me dit, ouais, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Faut que tu travailles, que tu sois bon dans un domaine, enfin, que tu sois excellent dans un domaine pour qu'on fasse tout le temps appel à toi et tout. Et d'un point de vue d'un point de vue de la sécurité, du professionnel et tout, je me dis oui, c'est ce qu'il faut. Mais ouais, je me dis faire ça toute ma vie. C'est pas ce dont tu as envie, quoi. Ouais, ça peut être vite ennuyant. Donc pas le choix, je me dis faut être pas excellent du coup, mais être quand même très bon partout pour arriver à prendre un truc et à dire j'en fais mon boulot parce que je suis très bon. Mais... Ouais. Et trouver la transversalité dans ce que tu fais
Mais après, je trouve que, comme tu l'as dit, c'est souvent d'un point de vue professionnel et c'est souvent d'un point de vue carriériste qu'on veut être très bon dans ce qu'on fait, et en faire son métier. Parce qu'en vrai, si tu te contentes de peu, tu vois, là tu fais des petits boulots pour vivre, nous aussi on fait des petits boulots, etc. Et du coup ça ne nécessite pas qu'on soit excellent en quelque chose. Ouais. Après, voilà, ça dépend de comment tu veux voir ta vie. Si tu veux aller dans un domaine et vraiment exceller, ou en tout cas gravir les échelons, ou alors aussi parce que moi, il y a une ex de mon père qui, elle vivait de rien, quoi. Elle avait vraiment très peu de choses. Et elle faisait des petits boulots par-ci par-là, mais ça lui convenait parce qu'elle avait du temps libre pour elle, parce qu'elle faisait ce qu'elle voulait. Et du coup, ça dépend vraiment de ce que tu veux, pour ta carrière, quoi. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'en termes de reconnaissance, tu vois, le fait de se spécialiser et tout ça, c'est quand même plus reconnu, tu vois. Ah bah oui, bien sûr. Et sans même parler de sécurité, de professionnel. Aux yeux des autres, tu veux dire. Oui. Il y a un système de valeurs qui peut être en effet basé sur les échelons que tu gravis, mais en même temps, on commence à mettre beaucoup de valeur au fait d'avoir plusieurs carrières, tu vois. Le fait de se reconvertir, ça devient une reconnaissance, et ça devient même une valeur ajoutée, tu vois. Tu t'es reconverti, c'est bien, etc. Et il y a des fois, on entend même ah là, ça fait 30, 40 ans que tu es dans le même métier. Des fois, ça peut être mal vu d'un point de vue professionnel, en mode tu sais faire que ça, quoi, du coup. Ouais. Et donc, mais même si le fait de se reconvertir est mieux accepté, quand tu te reconvertis, la société demande que tu sois excellent dans ce que tu fais. C'est pas la voie la plus facile. C'est pas la voie la plus facile, mais il y a quand même un système de valeurs basé sur ça, une reconnaissance sur ça aussi. Ça demande plus de travail et d'effort, j'ai l'impression, que d'être spécialisé, parce que se spécialiser, c'est quand même rester dans sa zone de confort, j'ai l'impression. Et donc de ce point de vue-là, tu t'adaptes moins, tu es moins flexible, tu es un spécialiste. Tu vois, je le ressens, moi, quand j'étais physicien, je le sentais, je suis physicien, spécialisé dans un domaine, j'étais incapable de parfois parler à un autre physicien qui est dans un domaine voisin, et je me dis, putain, on parle pas la même science, alors qu'on est physicien, on fait tous les deux de la matière condensée, machin. Et je me dis, il y a un gros cloisonnement au fait de se spécialiser aussi. Et moi, ça m'ennuie un petit peu. Du coup, juste pour revenir sur la reconnaissance, quel est ton rapport à ça, au regard que les gens portent sur toi, au succès? Est-ce que tu as des envies de succès? Et pourquoi, tu vois? J'essaye de m'en détacher de plus en plus, mais c'est vrai que j'ai un gros besoin de reconnaissance. Et je pense que c'est très lié au problème que j'ai eu avec ma mère. Parce que du coup, j'ai plus que de reconnaissance, j'ai besoin d'attention. Et gros besoin affectif qui fait que ça se traduit par que si par exemple je vais dans une soirée où il y a beaucoup de monde et que je passe incognito, je vais pas être bien, quoi. Et du coup, ça se traduit par ça, mais je pense que c'est un besoin d'attention et d'affect. Dû à la situation que j'ai eue avec ma mère. Donc après, le besoin de reconnaissance, c'est un peu dans tous les domaines. Mais j'essaye de m'en détacher de plus en plus, quoi. Et c'est dur. Peur de l'exclusion, besoin de reconnaissance. Après, c'est chez tout le monde, mais ça peut être plus présent chez certains, plus douloureux. Il y en a qui n'ont aucun problème. Là, par rapport à l'exemple que j'ai pris, il y a des gens qui justement, dès qu'il y a la lumière un peu sur eux, ils sont très mal à l'aise, ils fuient ça. Moi, c'est un peu l'inverse, quoi. Il y en a qui fuient parce qu'ils ont peur d'être trop remarqués et d'être mis à l'écart parce qu'ils sont trop remarqués. Et il y en a, c'est l'inverse, et ils veulent être dans la lumière pour garder l'attention et ne pas... Parce que c'est beaucoup par timidité aussi il y en a, je pense qu'ils doivent vraiment pas vouloir de ça, mais je pense qu'il y en a. C'est ça, des schémas de contre-attaque ou de défense, de retrait. J'essaie de me rattacher aussi à des situations particulières parce que c'est difficile d'analyser de manière globale
ta vision des choses par rapport à un sujet, je trouve. Donc j'essaye de me raccrocher à des situations particulières. Donc souvent, c'est par rapport à ma famille et c'est vrai que j'ai un besoin de reconnaissance assez fort. Ouais. Et du coup, je suis en perpétuelle dualité avec moi-même parce que je me dis que j'ai besoin de reconnaissance, puis après je me dis non, mais j'essaie de lutter contre ce besoin et de rationaliser en me disant que je devrais être la seule à être... je devrais être la seule à être reconnaissante envers moi-même, quoi. Ouais. Et que ça devrait me suffire. Donc je suis tout le temps en dualité comme ça et du coup, comme je disais, c'est difficile, c'est un chemin qui est un peu long. On n'est pas des surhumains et on n'est pas non plus, on est des animaux sociaux, donc on a besoin de ce lien aux autres. Mais je le suis moins qu'avant quand même, dépendante de ça. Ouais. J'ai l'impression qu'avant, j'en avais vraiment beaucoup plus besoin. Maintenant, beaucoup moins. Justement parce que je travaille dessus. Je pense que le yoga aussi, ça m'aide à me centrer plus sur moi. Et puis le fait aussi d'avoir moins d'amis, d'être moins avec des gens, d'être moins dans des relations sociales. Et en plus, je m'en exclus souvent. Je m'en exclus avant même qu'il y ait une quelconque relation qui se crée. Par exemple, j'ai fait un taf il y a quelques mois où j'y ai passé 1 an dans une équipe où je sentais que, je m'excluais moi-même de l'équipe parce que j'avais peur d'être. C'était des mentalités qui étaient différentes de la mienne, donc j'avais peur de m'inclure là-dedans et puis qu'il y ait des relations toxiques qui se mettent en place. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai coupé un peu avec les relations toxiques que j'avais à l'époque. Et du coup, parce que là, le mode de vie que j'ai maintenant n'est pas du tout le même que celui que j'avais adolescente. Ouais. Donc du coup, j'ai un peu coupé avec tout ça et par peur de me remettre là-dedans, je mets des barrières directement. Ouais. Donc du coup, je suis beaucoup moins impliquée dans des relations sociales et du coup, moins besoin de reconnaissance. Voilà. Tu disais qu'à l'adolescence, tu n'avais pas du tout le même mode de vie et tout. Ouais, j'étais une grosse, je suis encore un peu une fêtarde, mais j'étais une grosse fêtarde. Ouais. Je faisais du sport, mais je faisais pas attention nécessairement à ce que je mangeais, ce que je buvais, beaucoup moins que maintenant. Ouais. Et puis surtout, j'étais beaucoup moins dans une dynamique de bienveillance. J'étais pas non plus malveillante, mais j'étais un peu embarquée. C'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que j'étais un peu suiveuse au collège et au lycée. J'étais un peu embarquée dans des vibes un peu juger les autres, des choses qui sont assez éloignées de ce que j'essaie de mettre en place aujourd'hui. Donc quelqu'un qui m'aurait connu avant, qui me connaîtrait maintenant, se dirait il s'est passé quoi c'est pas la même quoi. J'étais assez différente, ouais. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux parce que moi c'est un truc, tu vois, que vraiment le truc qui me... Enfin je sais pas comment dire, c'est un compliment qu'on dit aux gens, mais je trouve que c'est un truc qui est terrifiant, c'est quand on te dit ouais, change pas, c'est super, tu vois. Et si, il faut que je change en permanence. Et si on te fait le retour, si on te dit t'es plus la même personne, dire ouais, c'était il y a un certain nombre d'années. Ouais. Comme les Pokémon. Exactement. Ouais. Donc là, t'es niveau combien là? Je sais pas. Dans ta deuxième évolution, machin. Ouais. Il y a encore beaucoup de mieux il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Encore beaucoup de chemin à parcourir, mais j'ai déjà parcouru un bon chemin et je pense que je suis quand même satisfaite de là où j'en suis aujourd'hui par rapport à là où j'en étais avant. Où j'étais beaucoup plus, pas superficielle, mais si, j'étais beaucoup plus superficielle. J'étais pas non plus... Quand on est jeune, on est superficiel, c'est normal. Enfin, la plupart... on peut être superficiel, je veux dire. C'est pardonné, quoi. Oui, c'est dur de pas l'être. Voilà, c'est ça, tu découvres... mais je trouve, tu vois, par exemple, quand je reviens au groupe qu'il y avait au collège et au lycée, il y en avait quand même qui étaient beaucoup plus superficiels que d'autres. Et moi, j'étais plus dans les plus que dans les moins. C'était les bitches. Pas au collège, mais au lycée un peu, ouais. Lycée, puis après... Après, en plus, la superficialité, c'est quand même...
c'est un peu difficile à définir, enfin dans le sens où même là, tu vois, je me soucie. Enfin, est-ce que c'est quoi être superficiel, tu vois, est-ce que c'est soucier vraiment de l'apparence et tout? Et je sais pas, là par exemple, quand on fait des vidéos et tout, on se soucie quand même vachement de l'image qu'on renvoie. c'est Donc, clair. mais après, oui, tant que t'es dans l'image de toi que t'as envie de renvoyer, c'est surtout ça, je pense. Ouais. La superficialité, ça permet d'avoir aussi un premier contact avec les gens en général. T'es jamais forcément 100% honnête et nature quand tu rentres en contact avec les gens. Tu as un côté superficiel et c'est sur le long terme peut-être que tu vas faire tomber les masques et puis Bah, y a un ami qui m'avait dit un truc qui m'a toujours qui est toujours resté dans ma tête depuis, c'est que en fait quand tu te rencontres en tant qu'ami, je parle pas de sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais quand on rencontre quelqu'un dans une soirée ou un truc comme ça en tant qu'ami, bah il y a la première chose quand même qui va t'attirer vers la personne, c'est ce que tu vas voir. Et du coup, tu es forcément toujours attiré physiquement par quelqu'un, pas forcément pour une envie sexuelle ou parce que tu veux sortir avec la personne, mais même entre femmes ou entre hommes, quand tu es attiré par quelqu'un, c'est quand même assez physique. Et du coup, de ce point de vue-là, effectivement, c'est être superficiel, c'est aussi vouloir attirer les gens, que ce soit dans un cercle d'amis ou autre, ou même professionnel, parce que on en parlait avec Benjamin. Moi, avant, je travaillais dans un cinéma, donc j'étais tout le temps apprêtée, tout le temps en talons. Et quand j'ai quitté le cinéma, j'ai complètement, j'étais plus du tout dans cette dynamique-là. Et en arrivant à Aix, à Draguignan, c'était une ville assez tranquille, un peu pas campagne, mais presque. Et en arrivant à Aix, on en parlait avec Benjamin en se disant, pour attirer des gens dans nos cours, il faut essayer de présenter sexy, bien, d'être sexy entre guillemets. Donc c'est-à-dire avoir des vêtements qui donnent envie. le muscle, Ouais, mais sans même forcément que ça mette physiquement en valeur, mais en tout cas d'avoir mais des il y a vêtements. l'ensemble de ça, quoi. L'image sexy et attirante qui a un rôle ici. Alors que c'est professionnel, tu vois. Mais moi, je me disais, il faut que je look comme une prof de yoga. C'est quoi, comment je pourrais traduire le mot look? Oui, que tu aies l'apparence et que... Ouais, voilà, que j'ai l'apparence, que mon apparence donne envie de venir dans mes cours, tu vois. Oui, mais ça, c'est du marketing après. Voilà, c'est marketing, mais pour tout ça pour dire que ce qui pourrait paraître comme superficiel, c'est du marketing ou c'est... Oui, bien sûr, Faut savoir, ce qui est bien, c'est d'en avoir conscience. Savoir quand tu joues le rôle de la superficialité et le rôle de l'honnêteté pour pas se perdre et pas devenir la caricature de toi-même, quoi. Moi, vous m'auriez connu il y a quelques années. En fait, du collège jusqu'à il y a 2-3 ans, en fait, hein, même. On va dire jusqu'à il y a 3-4 ans. J'étais vraiment... j'étais genre, non, je suis contre la superficialité, tu vois. Genre, moi, je disais, c'est bon, les gens, ils font tous... tu sais, au lycée et tout, je me disais, ils s'attachent qu'aux fringues et tout, tu vois. Mais j'abusais. J'abusais vraiment, j'avais tout le temps des fringues dégueulasses, les chaussures trouées et tout, et j'étais en mode je m'en fous, tu vois. Et en fait, maintenant j'y fais plus gaffe, tu vois, j'y fais vraiment plus attention, alors que rien qu'il y a 3 ans, je pense que tu me dirais tu vas être comme ça plus tard, alors que je suis pas super bringué, tu vois. Mais rien qu'on m'aurait dit ça, j'aurais dit non, mais j'aurais craché dessus, tu vois, au mois de... Mais c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis rendu compte aussi que tu vas rester dans ta grotte en fait. T'es en société, c'est ça, donc tu dois faire des efforts, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je prends des douches maintenant, 1 à 2 fois par semaine. Non, ça y joue, c'est ça. Des ambitions, prendre des douches. Un curseur, c'est ça. Un curseur à placer entre pas du tout et trop haut. Ce qui est dur, moi, c'est que tu vois, par moment, je commence à y prendre goût aussi à ça, tu vois. T'as la coquetterie, ou enfin ce qui est allié à l'esthétique un petit peu, et ça peut être, ça peut avoir un côté cool parce que tu te rends compte que... T'aimes bien les effets. Ouais, t'aimes bien les effets, mais d'un autre côté grisant et malsain parce que tu te dis, j'apporte de l'importance à un truc sur lequel j'en apportais pas et je sens que c'est pas utile. Mais pardon, je t'ai coupé dans ce que tu voulais dire. Mais c'est exactement sur ça que je voulais aller.
souvent, moi, parce que là on parle des vêtements, quand je vois par exemple des vêtements à la télé, dans une vidéo ou quoi, ou sur un site ou n'importe quoi, que je me dis waouh, c'est trop beau, j'ai trop envie de l'avoir, tu vois. Souvent, je me dis, même quand je vois quelqu'un qui passe dans la rue, je me dis waouh, j'adore son look, je kifferais et tout. Et je me dis, est-ce que la personne est plus heureuse avec ces vêtements-là, ou est-ce que moi je serais plus heureuse avec? Souvent la réponse c'est non. Donc du coup, ça me permet de redescendre et de me dire, j'en ai pas besoin. Mais après, quand l'envie persiste et que ça persiste pendant plusieurs semaines, voire mois, là je me fais le plaisir de m'offrir ce que j'ai vu, qui reste quand même assez superficiel, si c'est des vêtements ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de revenir à cette question, est-ce que je serais plus heureuse avec? Et en général, c'est non. Ouais, mais il y a des fois où effectivement aussi, peut-être que le fait de se sentir... c'est un peu bizarre, mais tu peux te sentir plus toi avec certains vêtements et tout. Exactement. Moi, par exemple, tu vois, j'ai jamais mis de costard ou quoi, tu vois. Même au mariage, tu vois, je mettais un jean et un t-shirt un peu propre, tu vois. Mais c'est pareil, je me dis, non, je peux pas mettre. Tu t'identifies pas à ça, tu te sens pas bien. C'est ça, c'est chacun son identité visuelle. Ouais. Ça m'est arrivé une fois aux États-Unis, je m'égare un peu peut-être, mais je me suis fait maquiller par une maquilleuse pro dans un centre commercial. Et je me suis pas du tout reconnue quand je me suis regardée dans le miroir et ça m'a fait peur. Donc ça me fait penser à quand tu disais avec le costard, on se sent pas soi-même quand on est dedans. Là, c'est l'effet que ça m'avait fait ce jour-là, quoi. Pourtant, j'avais l'air d'une vraie poupée américaine, les boucles, le maquillage à l'américaine et tout, mais c'était joli, mais je me sentais pas du tout moi, quoi. Je me reconnaissais pas. Et en parlant de maquillage, c'est vrai qu'il y a en lien avec le thème du podcast, je fais souvent la remarque sous le ton de la plaisanterie à Mélissa que c'est une vraie femme parce qu'elle se maquille tout le temps. Mais c'est très ironique, tu vois, de dire, je dis ça, je dis en mode, toi t'es vraiment une femme, t'es vraiment une fille parce que tu te maquilles. Mais je sais que c'est très bête de dire ça et je le dis vraiment sous le ton de la rigolade parce que j'utilise le stéréotype, l'idée qu'on a des femmes qui se maquillent. Attention, ça va porter plainte. C'est ça, grave, là, du coup, là, on peut reparler en effet du genre, etc. Et moi, je suis pas du tout d'accord parce que je la préfère pas maquiller. En fait, il y a plein de fois où je suis pas maquillée, mais maquiller de manière générale, moi ou quelqu'un d'autre, c'est un peu comme toi le dessin, tu vois, c'est une passion. J'adore ça. Ah ouais, comme la peinture, j'adore ça. Et je regarde beaucoup de vidéos. À chaque fois que j'ai l'occasion, je fais des maquillages assez artistiques, tu vois, parce que moi, mon meilleur jour dans l'année, c'est Halloween, tu vois. J'adore même le maquillage un peu effets spéciaux Halloween et tout, j'adore ça. Vraiment une passion. Donc il y a des jours où je suis pas maquillée, j'ai aucun problème avec ça. Je vais travailler pas maquillée ou quoi que ce soit. Mais souvent, j'aime bien. Gros plaisir. Et du coup, c'est vrai que quand je me maquille, je mets du temps parce que je prends mon temps. Puis comme c'est un peu artistique, il faut du temps. C'est comme le dessin, comme la peinture. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Benjamin me dit que je suis une vraie femme. Même quand je me coiffe ou quand je fais attention à comment je m'habille ou quoi que ce soit. Mais je suis pas une vraie femme, je me mets pas de vernis. Ah oui, c'est vrai, il manque ça à la panoplie. Il manque ça pour que tu sois une femme. Voilà, c'est ça. T'es encore une fille. C'est ça, exactement. Ouais, du coup, on en a parlé un petit peu rapidement. Mais du coup, quelles sont tes peurs? Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la peur de pas être aimée ou considérée, ou la peur de l'exclusion, plutôt. Sinon, j'ai très peur des insectes, des araignées en particulier. Mais sinon, j'ai pas peur de grand chose d'autre. Ouais, plutôt de l'exclusion, voilà. Ouais. Mais c'est tout, à peu près. En tout cas, c'est tout ce qui me vient là tout de suite. Après, peut-être qu'au fur et à mesure de la discussion, il y aura peut-être d'autres choses qui viendront. Peut-être que tu as des idées, parce que c'est vrai que c'est bien d'être à deux quand c'est ça, on en parle très souvent, donc c'est plutôt ça. Après, est-ce que c'est en lien, cette peur de l'exclusion, c'est la manifestation de la peur de mourir, comme disait Théo, je pense pas. Parce que je pense qu'on a tous un peu cette rage de vivre et de ne pas mourir, tu vois. Donc de ce point de vue-là, on a tous un peu peur de mourir.
Mais Inconsciemment alors, parce que... ah oui, ça doit être profond, ouais. Mais j'ai pas l'impression du tout d'avoir peur de mourir, tu vois. Je pourrais mourir demain. Ça me fait pas Ça me peur. ferait chier quand même. Hein. Ah, par contre, moi, ce qui me fait chier ou ce qui me ferait peur, je pense, c'est la douleur. Donc, si je devais mourir, il faudrait que ce soit une mort sans douleur, quoi. Un truc Alors c'est vraiment marrant, mais je vais faire une généralité, mais j'ai l'impression que à chaque fois que j'ai parlé de ces choses-là, donc avec des gars, ils m'ont toujours dit qu'ils avaient peur de la mort, tu vois, et qu'ils voulaient pas mourir. Et j'ai 90% des filles ou des femmes avec qui j'en ai parlé qui m'ont dit moi j'ai pas peur de mourir, ce qui me fait peur surtout c'est de souffrir, tu vois, mais mais le fait de plus être là demain, je m'en fous. Et c'est marrant, tu vois. Est-ce que c'est biologique dans le sens où la femme a un côté sacrificiel que l'homme n'a pas, tu sais, la plupart du temps, elle se sacrifie quand elle donne la vie. Aujourd'hui, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, elle survit plus facilement à l'accouchement, mais c'est pas anodin, quoi. Et l'homme, est-ce que lui, il veut vivre le plus jeune et le plus vigoureux pour reproduire un maximum je sais pas. Ouais, peut-être que c'est logique. Après, c'est des visions complètement psychogénétiques ou enfin c'est un truc qui mélange psychologie et génétique qui sont pas forcément prouvés du tout et c'est juste que ça peut amuser de trouver du sens là-dedans. Mais c'est vrai que même si tu prends dans l'éducation, en tout cas là ces derniers milliers d'années, tu vois, t'as vraiment quand même les hommes qui sont là, qui ont été là pour entre guillemets marquer l'histoire, et t'as un peu un truc où en tant qu'homme, ce qu'on essaie de te transmettre, ce qui n'est pas forcément le cas, tu vois, mais ce qu'on essaie de te transmettre souvent, c'est oui, il faut que tu fasses quelque chose d'important, tu vois. Et enfin, comme si, en tant qu'homme, t'allais plus changer le monde qu'en tant que femme, alors que bon, voilà, il n'y a pas de différence, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gars qui se disent, même s'ils se disent, j'ai pas trop peur de mourir, mais j'ai peur de rien laisser derrière, tu vois. Et finalement, quand t'es plus là, ça change. Enfin, toi, tu le sais pas, tu vois, c'est un problème la mort est un problème de vivant, quoi. Et mais c'est marrant que justement, je pense qu'il y a vraiment cette part d'éducation où on a essayé, en tout cas pendant des années, de donner vraiment beaucoup d'importance à l'homme. Et je me dis, ça déteint peut-être là-dessus, tu vois. C'est un côté culturel qui met la pression aux hommes sur l'accomplissement. Plus qu'aux femmes peut-être. Mais maintenant, j'espère, je sais pas si ça va peut-être changer. J'espère que tu auras peur de la mort. Pour que la pression soit des deux côtés. Non, je rigole, parce que les femmes, il y a de la pression d'autres points de vue. Ton je rigole, il est venu très très vite pour te Oui, je me protège. Je me protège. Non, mais bien sûr, c'est parce qu'on n'a pas parlé de féminisme, mais quel est ton... Là, peut-être que ça faisait partie de tes questions, je sais pas. Non, mais vas-y, tu peux. De toute façon, c'est au feeling, tu vois, ça vient comme ça. Retrouvez la deuxième partie du podcast vendredi prochain à 19h. À très vite.